Alors, on le sait, vous le savez, l'alimentation est au cœur de multiples enjeux et ces enjeux sont cruciaux pour le Dunkerquois. Donc, vous présentez un petit peu le Dunkerquois, même si vous a été présenté d'une manière fort lumineuse tout à l'heure avec le film. Ce sont d'abord des enjeux de santé publique. 15% des élèves du Dunkerquois souffrent d'obésité, mais aussi les accidents cardiovasculaires et le diabète qui affectent particulièrement les habitants du territoire. Des enjeux socio-économiques majeurs, car miser sur les circuits courts et locaux permet de créer des emplois non délocalisables. Troisième point, l'alimentation concerne également les enjeux énergie-climat, la transition écologique et solidaire, le foncier et la politique agricole locale. Et dernier point, l'alimentation doit être pensée avant tout comme une réponse aux besoins fondamentaux des habitants, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de la santé, mais aussi peut-être sur des notions qu'on utilise moins, mais qui me semblent aussi extrêmement intéressantes à envisager, autour du plaisir de manger, du vivre ensemble et aussi autour de la culture. La crise sanitaire nous a rappelé à quel point nous sommes dépendants du système alimentaire mondial, mais elle a aussi montré l'intérêt des habitants à se tourner vers les circuits courts et l'agilité des producteurs à répondre à cette nouvelle demande. Et je pense que cette agilité, vous comprendrez ce que je mets derrière ce mot, doit aussi guider les réflexions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu finalement qu'on avait des acteurs qui étaient prompts à la réaction. Et je pense que ça, il faut qu'on le garde en tête. En mars 2018, la CUD a approuvé une délibération cadre relative à la politique agricole et alimentaire qui fixait 4 orientations. La première, accompagner le développement des pratiques agricoles durables. Le deuxième, développer les circuits courts de proximité et les circuits bio pour créer de l'emploi local. Troisième, remettre ce que l'on mange là où l'on vit. Et quatrième, encourager les pratiques alimentaires favorables à la santé. Vous l'avez compris, l'approvisionnement bio et local de la restauration collective est un des leviers du développement des circuits courts et de la proximité. Tout à l'heure, Mélanie Brunval, d'ailleurs, vous présentera un petit focus là-dessus. Alors, même si on sait que les règles du jeu de la commande publique sont les mêmes pour tous, la déclinaison opérationnelle n'est pas homogène entre les établissements, que ce soit les établissements scolaires, les hôpitaux ou même les EHPAD. Et il nous semble judicieux de pouvoir mettre à profit du plus grand nombre les bonnes pratiques en la matière. Et je crois que c'est vraiment aujourd'hui ce qui va nous réunir. En conclusion, la CUD a approuvé en décembre 2019 son schéma de promotion des achats responsables. Cet événement permet de contribuer à certains de ces objectifs, à la fois sur le travail que nous menons pour une amélioration de l'impact environnemental de nos achats, mais également sur le rôle que nous souhaitons jouer dans le partage des bonnes pratiques entre l'ensemble des acheteurs publics du territoire. Voilà, donc j'en ai terminé de mon propos introductif. Je souhaite à tout le monde de bons échanges, tels que ça nous a été présenté tout à l'heure. Et voilà, bon courage à tous. Merci Jean-François. Je passe la parole à Emmanuel Bertin, directeur du CERD. Bonjour, merci pour ce propos introductif. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc le CERD est un groupement d'intérêt public qui réunit principalement l'État et la région Hauts-de-France, mais aussi un certain nombre de partenaires, dont la CUD, et qui fait partie du CERD depuis longtemps maintenant, et avec qui nous travaillons notamment sur le sujet qui nous occupe ce matin. J'excuse l'absence de ma vice-présidente Aurore Colson qui n'a pas pu être présente ce matin. Je remercie beaucoup nos collègues de la CUD, Jean-Christophe, Yannick, Clovis et Pierre pour ce travail. Vous avez le petit clin d'œil complice d'Antoine Gox qui était aussi à l'origine de ce travail ce matin. Je voulais lui rendre hommage. Antoine est parti du CERD il y a quelques temps pour rejoindre Paris, mais il était aux manettes avec vous et depuis quelques années déjà, là, vous travaillez ensemble sur ce réseau là, qui est important. Voilà, donc je vous transmets son bonjour.
On est au carrefour, nous, au niveau du CERD, sur deux réseaux, finalement, le réseau APUR, achat public, et puis un autre réseau qui se concentre sur les questions alimentaires, qui est le réseau REDI, réseau alimentation durable. Voilà, donc on a en quelque sorte fait converger ces réseaux pour aider à proposer cette séance de ce matin. C'est vrai que le contexte dans ce moment montre qu'on a bien besoin des réseaux, des moments d'échange. Et du coup, c'est vrai que finalement, la connaissance sur soi n'est pas possible sans le détour par l'autre. On s'en rend bien compte aujourd'hui. D'où l'importance de ces échanges, voilà, pour comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on fait que l'on sait, finalement. Par contre, quand on explique, qu'on présente les choses, qu'on comprend au fur et à mesure le contexte global dans lequel on est, et bien là, on peut commencer à se dire que l'on sait un certain nombre de choses et qu'on devient un acteur finalement penseur. Voilà, donc le sujet de ce matin, je vais en finir là, est extrêmement important. C'est un des axes de résilience. La question de l'effondrement généralisé à un instant T, on ne sait pas vraiment. Par contre, ce que l'on sait assurément, c'est qu'il faut qu'on travaille la résilience des territoires. Et du coup, la question alimentaire, ça, c'est un des axes. Plutôt un élément de capacité de résilience qui est important et qui est à travailler. Voilà, d'aller vers, entre guillemets, de façon un peu caricaturale, aller vers l'autonomie alimentaire sur les territoires. Voilà, donc d'où l'importance de ce chantier-là ce matin. Voilà, et je renouvelle mes remerciements à l'équipe de la CUD et à la CUD pour ce fructueux partenariat. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, merci de votre présence nombreuse. On a atteint les 100 personnes, c'était l'objectif, et il va être dépassé, j'en suis sûr. Merci principalement aussi à la Halle au Sucre qui accueille notre webinaire, on aura l'occasion d'y revenir. Donc principalement des personnes des Hauts-de-France, et ça tombe bien parce que le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui est organisé par le réseau APUR, le réseau des acheteurs publics responsables en Hauts-de-France. Je me présente donc Clovis Sabot, responsable du service achat à la CUD et co-animateur de ce réseau avec Yannick Leroy et le CERD. Je prends juste 3 minutes, pas plus de votre temps, pour vous rappeler en quoi consiste ce réseau. Donc, il résulte d'un processus engagé il y a plus de 15 ans et qui part du constat simple, celui de dire qu'entre acheteurs publics, nous ne sommes pas concurrents et avons le plus grand intérêt à travailler ensemble pour partager nos bonnes pratiques et faire gagner l'achat public avant tout. Ce réseau s'inscrit dans la lignée du Plan national d'action pour l'achat public durable 2015-2020 et vraisemblablement dans son renouvellement 2021-2026, à en croire les discussions en cours. Il est également en phase avec notamment la feuille de route pour une économie circulaire, et il répond à l'objectif de coordination des acteurs que s'est fixé l'Observatoire régional de la commande publique, le RCP, dans le cadre de son groupe de travail autour des clauses environnementales. Il s'inscrit également dans une logique d'interréseau national. Troisième slide, s'il vous plaît. Celui-là Le suivant. Voilà. Histoire que tout le monde puisse se positionner, même des autres régions, puisqu'il y a effectivement un interréseau national coordonné par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc, même si vous n'êtes pas des Hauts-de-France, vous pourrez trouver un réseau, le réseau le plus proche de chez vous, pour échanger sur l'achat public responsable en intégrant vos spécificités régionales. L'objectif que nous sommes fixés est simple mais vaste, puisque nous aspirons à contribuer à la progression des pratiques d'achat public durable, ainsi qu'à la qualification et la montée en compétences des acheteurs publics des Hauts-de-France. Et c'était la diapositive suivante. Diapositive suivante, nos actions sont assez limitées, somme toute, puisque pour ce qui nous concerne, mais les autres réseaux sont un peu plus actifs, ça se limite, diapo suivante, à l'organisation de séminaires et plus récemment, malheureusement, de webinaires. Avec un premier webinaire sur le coût global, à noter le précédent webinaire sur la sortie de crise, très intéressant, et un prochain webinaire qu'on entend faire sur l'anticipation des crises dans les marchés et savoir faire face aux pénuries auxquelles
on a eu à faire face. D'autres sujets peuvent apparaître suivant l'actualité ou suivant les désirs de chacun dans leur activité professionnelle. À noter que l'adhésion est gratuite et c'est même pas une adhésion puisqu'il suffit de participer à un webinaire et d'être un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice localisée sur le territoire régional pour devenir membre. C'est assez simple. Et notamment profiter de l'accès aux informations partagées par le réseau régional et national. Et comment est partagée cette information? Tout simplement par, diapo suivante, un site qui actuellement s'appelle Rapide. Alors prochainement, ça va s'appeler autrement, Osmose vraisemblablement. Rapide pour Réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable, qui est coordonné aussi ici par le ministère et qui offre une veille sur l'actualité récente sur l'achat public responsable. Ils seront notamment postés ainsi que sur le site du CERD, le partenaire co-animateur, les replays et les présentations de cette matinée. Mais encore faut-il qu'elle commence. Et enfin, elle va commencer. Je cède donc la parole à Pierre pour nous rappeler, pour nous initier à la plénière. Merci Clovis. Donc, merci pour cette présentation du réseau Apur. Donc effectivement, on va passer sur un temps de plénière. Vous avez le programme sous les yeux pour environ une quarantaine de minutes avec 3 présentations. La première de Mélanie Bruneval, qui est chef de projet politique agricole et alimentaire à la communauté urbaine, qui reviendra un peu sur le contexte local et comment le Dunkerquois se saisit de cette question. Deuxième présentation par Amélie Mathiron, qui est adjointe au chef de service alimentation à la DRAF, qui reviendra sur la loi Egalim et les mesures qui sont prévues dans cette loi. Et puis enfin, Jean-Christophe Caroul reviendra quant à lui, donc chef de service à la commande publique à la communauté urbaine, sur ce que nous dit le code de la commande publique et en matière de restauration collective et ce qui est possible de faire ou pas. Le CERD nous propose une petite vidéo réalisée dans le cadre du MOOC Ma ville en transition, qui permettra d'avoir un témoignage d'élus par rapport à cette question agricole et alimentaire. Voilà, une petite vidéo de 4 minutes, peut-être pour introduire un peu la séquence. Et sur celle-ci, on essaie sur les 4 minutes 32, on fait un choix par pragmatisme de ne pas diffuser l'ensemble de la vidéo. C'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, c'est parti. Je vais refaire la manip, parce que manifestement... Petite correction, j'avais annoncé la pause après la plénière, mais je me suis un peu emballé. C'est après le premier atelier, à 11h30. Voilà. Hop, je reviens sur Chrome. Et normalement, c'est bon. On a tous entendu dire t'auras ton dessert si tu as mangé ta soupe. Donc de manière inconsciente, l'enfant va associer au dessert, au sucré, en fait, le gentil, le cadeau. Et au contraire, la soupe, c'est l'obligation, c'est la contrainte, c'est parce que c'est bon pour la santé, mais c'est pas plaisir. Et donc ces conditionnements, en fait, inconscients et finalement, au départ, avec une bonne intention, fait qu'on crée des ancrages. Et ces ancrages, l'enfant devenu adulte a vraiment du mal à lever ces ancrages-là. On sait la difficulté. La source de la mébouffe aujourd'hui est extrêmement liée à des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi, qui fait qu'on se sent interdit d'aller vers de nouveaux horizons et que du coup, de ce fait, on réduit son répertoire. Il y a un type qui s'appelle Hippocrate qui a dit il y a des siècles que ta santé soit ta nourriture et ta nourriture ta santé. D'une chose qui paraît banale mais pourtant qui est très importante, c'est que nous incorporons. Et à chaque fois qu'on incorpore, eh bien on fait un choix d'avoir du plaisir ou pas, mais aussi un choix de pouvoir effectivement garder son capital de santé ou pas. Manger pour se réjouir, c'est simplement qu'on a un centre du plaisir dans le cerveau. Donc on a besoin d'alimenter ce centre du plaisir et surtout le plaisir est finalement le déterminant de la motivation au comportement.
Mais quelle réalité pour la population? Dans la vie de tous les jours, nos choix alimentaires déterminent notre santé. Ces maladies touchent en premier lieu là où le niveau de vie est plus faible et la précarité plus élevée. Alors, la perte de repères alimentaires chez beaucoup de consommateurs, pour moi, elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'abondance alimentaire. Le fait d'avoir le choix, c'est quelque chose qui est souvent facteur d'anxiété chez les personnes. Donc c'est le cas également dans le domaine alimentaire. Les aliments qu'on classe souvent dans la malbouffe, c'est des aliments qui sont énergétiques au sens où ils amènent beaucoup de calories sous un petit volume, et qui sont pauvres nutritionnellement au sens où, à part les calories, ils n'amènent pas grand-chose, peu de vitamines, peu de minéraux, peu de fibres végétales. Donc, à part les calories, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on rejoint effectivement le concept de calories vides. On se pose trop de questions sur ce qu'on mange. On veut être trop, justement, parfois dans le bien manger, dans la diététique. Il faudrait revenir à quelque chose de plus spontané, et ça se passerait mieux pour beaucoup de gens. Autant sauter un repas en me disant comme ça je vais perdre du poids, ça c'est une très mauvaise idée. Autant sauter un repas parce que je n'ai pas faim, mon corps ne peut que me remercier de ne pas le gaver à un moment où il a besoin de rien. Je pense qu'il faut que chacun ait un minimum d'éducation à la diététique pour savoir en gros ce qu'il faut manger pour avoir une alimentation équilibrée. Vraiment les grandes bases. Je dirais qu'après, surtout, quand on mène des actions plus en direction d'adultes qui ont ces bases-là, il faut éviter de parler de santé. Parce que justement, si on parle santé, on va rentrer à nouveau dans la diététique, on va être à nouveau dans l'intellectuel, alors qu'il faudrait les rapprocher plus des perceptions corporelles et du sensoriel. Changer, c'est l'affaire de chaque individu, mais aussi un enjeu collectif pour que nos choix soient facilités. Des programmes nationaux existent pour favoriser des partenariats avec les collectivités territoriales, le monde associatif, les organismes institutionnels et les acteurs privés. Lancé en 2010, le Programme national pour l'alimentation a pour ambition de favoriser l'accès pour tous à une alimentation durable et de qualité. Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé est un plan de santé publique. Eh bien, désolé, ça s'arrête un peu court. J'ai juste anticipé un tout petit peu en cliquant sur mon écran, ça a arrêté la vidéo et remis au début. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je travaille avec à peu près 18 fenêtres différentes en simultané, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait ce genre de petits couacs. Désolé pour les dernières secondes de la vidéo qui ont été écourtées. Merci Olivier. Je passe la parole tout de suite à Mélanie Bruneval pour nous parler un peu de la situation sur le Dunkerquois. Je suis Mélanie Bruneval, chef de projet de la politique agricole et alimentaire à la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, je vais vous présenter le travail que l'on fait sur la restauration collective. Donc, d'abord, une slide de présentation du territoire. Donc, la communauté urbaine de Dunkerque, c'est une intercommunalité de 17 communes, de 200 000 habitants. C'est un territoire industrialo-portuaire, c'est le 3e port français, c'est 53 millions de tonnes de marchandises qui transitent à travers le port. C'est la première plateforme énergétique française et c'est 14 établissements Céveso aussi. Mais c'est aussi un territoire où l'agriculture occupe 46% de la surface. Et donc, en grande partie, une agriculture dédiée aux filières longues, donc avec des céréales, du lin, des pommes de terre, des betteraves. Et finalement, assez peu de circuits courts et de bio, avec 17% des exploitations qui pratiquent le circuit court et 1,4% de la surface agricole qui est en bio. Et à la communauté urbaine de Dunkerque, nous souhaitons développer ces filières bio et ces circuits courts et de proximité pour notamment créer de l'emploi local, mais aussi pour tous les enjeux dont a parlé notre vice-président Jean-François Montagne tout à l'heure, donc la santé, l'environnement, etc. Donc, la restauration collective, c'est un des leviers pour atteindre ces objectifs de développer les circuits courts et d'augmenter notre surface de bio. Et c'est pourquoi nous avons travaillé sur un état des lieux l'année dernière, en 2019, un état des lieux de notre restauration collective.
Donc, ça nous a permis de faire une photographie du territoire à ce moment-là. Ça coupe un petit peu, Mélanie. Ah, Mélanie est figée. Pour moi, Mélanie est figée. Ah, ça y est, ça a l'air de Voilà, c'est revenir. revenu, Mélanie. Ça revient. Oui, c'est bon. Donc, un potentiel de 9 millions de repas par an, que ce soit dans les écoles primaires, maternelles, les crèches, collèges, lycées, universités, le milieu hospitalier et les entreprises. Donc, ça représente presque plus de 75% des repas qui sont pris et qui sont dans un milieu, qui sont gérés par des acheteurs publics, en fait. Et 30% qui sont à la main des communes. Ensuite, nous avons regardé les modes de gestion sur le territoire. Donc, il y a forcément des modes de gestion différents d'une commune à l'autre, avec de la gestion directe, de la gestion concédée, et des communes qui utilisent les deux types de gestion, directe ou concédée. Ensuite, sur la slide, ma slide numéro 5, donc la suivante, vous pouvez, celle d'après encore, vous pouvez voir que nous disposons de plusieurs cantines, une douzaine de cuisines qui font de la production de repas. Et sur le territoire, on a 143 écoles, donc ça représente presque une centaine de points de service, c'est-à-dire de lieux où les repas sont servis. Donc, ils sont approvisionnés par les cuisines centrales et chaque jour, des repas sont livrés en liaison chaude ou en liaison froide. On s'aperçoit également que nos points de restauration ont la capacité de produire pour l'ensemble du territoire, alors qu'aujourd'hui, il y a 120 000 repas qui sont importés et qui font parfois plus de 100 km pour arriver jusque chez nous. Ensuite, on a pu observer des disparités entre les communes, par exemple sur la part du budget communal dédié à la restauration collective, donc qui peut représenter entre 1% et 10% du budget d'une commune. Le coût d'un repas est également assez différent d'une commune à l'autre. Donc le coût d'un repas, ça comprend tout ce qui est achat de denrées, coût de production, coût de service et amortissement des équipements et des bâtiments. Donc de 6 à 16 euros selon les communes, en moyenne 11 euros par repas, ce qui correspond à la moyenne nationale. Et les convives paient également un prix très différent selon la politique tarifaire de la commune, donc entre 46 centimes et 6,41 €. Aujourd'hui, pour notre restauration communale en moyenne, on approche les 20% de bio et on est autour de 15% des denrées qui sont issues du local. Et notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'approvisionnement bio et local. Et on a essayé de répertorier les difficultés que les communes rencontrent. Donc, si elles veulent s'approvisionner en local, en gestion concédée, ça nécessite d'inclure des clauses particulières dans les cahiers des charges. Et donc ça, c'est déjà la première étape. Et la deuxième étape, c'est de prendre du temps, de s'assurer du respect des cahiers des charges par les prestataires. Et ça, les communes n'ont pas forcément ce temps-là à dédier à leur achat. Si on veut s'approvisionner en local, en gestion directe, de la même façon, il faut porter une attention particulière à la rédaction des cahiers des charges. Mais ça nécessite aussi de bien connaître les fournisseurs locaux et savoir ce qu'ils peuvent apporter à la restauration collective. Et il faut aussi que nos producteurs locaux sachent et veuillent bien répondre au marché public. Pour s'approvisionner en bio, ça nécessite un portage politique fort parce qu'il y a un surcoût lorsqu'on est en gestion concédée. Le prestataire reporte forcément un surcoût. Quand on est en gestion directe,
n'y a pas forcément de surcoût parce qu'en général, il y a un changement de pratique qui s'observe, donc une diminution du gaspillage ou d'autres pratiques qui peuvent atténuer tout ça. Si on veut s'approvisionner en bio et local, on s'aperçoit que sur notre territoire vraiment proche communauté urbaine, il y a assez peu de choix aujourd'hui. Même si en un an, là, on est passé de 6 producteurs à 10 producteurs, ce qui est déjà énorme. 9 des 10 producteurs sont en maraîchage. Donc, on a essentiellement du légume chez nous aujourd'hui. Voilà. Ensuite, slide suivante, donc sur notre objectif de tendre vers une alimentation de la restauration collective qui soit 100% bio et locale, on s'aperçoit qu'il faut travailler sur l'augmentation de notre production locale en produits bio et en produits de qualité. Donc, on met à disposition, par exemple, du foncier agricole communautaire. Donc, on a aujourd'hui 10 hectares qui ont été mis à disposition de 3 agriculteurs qui exploitent déjà par ailleurs et qui peuvent tester le bio sur nos terrains. On fait également des ateliers techniques et des journées de sensibilisation dédiées aux agriculteurs. On les accompagne à l'aide de partenaires. Notre deuxième axe de travail, c'est faire que les marchés publics ne soient plus un frein pour les producteurs et les acheteurs. Et dans ce cadre, on anime un réseau de techniciens de la restauration collective communale, ce qui permet d'échanger des bonnes pratiques et de travailler ensemble sur des temps d'ateliers techniques sur l'introduction de critères environnementaux dans les cahiers des charges. Et on travaille également sur l'interconnaissance techniciens de la restauration collective et agriculteurs. Notre troisième axe de travail, c'est de travailler sur les outils existants ou proposer de nouveaux outils pour aider à l'approvisionnement bio et local. Donc, par exemple, on a une légumerie sur le territoire qui est portée par la FIGI, mais on pourrait réfléchir également à d'autres outils comme une conserverie ou travailler sur une logistique mutualisée. Et enfin, je dirais le plus important, c'est de structurer autour de nous un réseau d'experts et de partenaires qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, on se fait accompagner, par exemple, de la Chambre d'agriculture de Bio de France pour accompagner les producteurs. Sur la restauration collective, on se fait accompagner d'Aprobio. Et ce réseau d'experts, ça permet vraiment d'avoir une dynamique territoriale très importante et qui nous aide beaucoup. Voilà, j'en ai fini. Merci Mélanie. Je propose de passer tout de suite la parole à Madame Mathiron, qui travaille à la DRAF et qui est adjointe au service régional de l'alimentation, adjointe au chef de service régional de l'alimentation. Je vais nous expliquer un peu plus en détail les mesures incluses dans la loi Egalim. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je ne sais pas si je dois partager mon diapo ou si vous allez présenter. Alors c'est bon, il est dans la foulée, il arrive juste après, regardez, c'est parti. D'accord. Le voici. Et n'hésitez pas à me donner des consignes s'il faut que j'avance plus rapidement, parce que je n'ai pas la vision des slides qui suivent et ne connais pas le contenu de votre intervention. Donc n'hésitez pas à me donner quelques petits repères. Très bien, merci. Diapositive suivante. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, je vais vous parler de la loi Egalim, qui est en fait la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Elle a été promulguée le 1er novembre 2018 et elle résulte des États généraux de l'alimentation, qui étaient en fait tout un ensemble d'ateliers nationaux, régionaux et locaux, de consultations publiques qui ont offert un large temps de réflexion partagée afin d'apporter une construction collective de solutions nouvelles autour de l'alimentation dans toute sa transversalité, depuis la production jusqu'à la consommation. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Et donc, la loi Egalim, en fait, elle a 3 objectifs principaux.
assurer la souveraineté alimentaire de la France, promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l'environnement, et enfin réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et durable. Avec mon écran, je ne vois pas la diapo. Voilà. Et c'est sur ce troisième axe que la restauration collective a tout son rôle à jouer, puisque cet axe vise essentiellement à permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine, sûre et durable, le gouvernement faisant ainsi de la politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales et un vecteur de santé publique. Suivant. Et donc, c'est la restauration collective, notamment scolaire, qui est considérée comme le vecteur privilégié pour amener l'ensemble de la population vers un changement de comportement, en particulier en s'appuyant sur la montée en gamme des matières premières utilisées par la restauration collective. Donc, la loi Egalim, elle prévoit un ensemble de mesures qui s'appliquent selon un calendrier différent. En 2020, il y a pas mal de ces mesures qui s'appliquent. Donc, j'ai ici un schéma qui récapitule l'ensemble de ces mesures avec leur date d'entrée en application. Suivant. Et ces mesures qui sont listées ici, elles s'appliquent à différents secteurs de la restauration collective. Parfois, l'ensemble des secteurs est concerné. Parfois, ça ne concerne que la restauration scolaire, par exemple. Suivant, je ne vais pas m'attarder trop. Et je vais passer directement aux principales mesures de la loi Egalim qui ont un impact sur la commande publique. La première, celle qui a certainement l'impact le plus important et qui est prévue par l'article 24 de la loi. Cette disposition prévoit au moins 50% de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022, dont au moins 20% de produits biologiques. Donc, cette mesure s'applique aux personnes morales de droit public et concerne tous les restaurants collectifs et aux personnes morales de droit privé, à l'exception des restaurants administratifs des entreprises privées, qui, elles, ne sont pas concernées par cette mesure. Suivant. Donc, les produits concernés, j'ai représenté ici l'ensemble des logos qui les représentent. Donc, l'agriculture biologique, bien sûr. Sachant que sont également inclus des produits qui sont étiquetés en conversion, à condition qu'il s'agisse de produits bruts ou s'ils sont transformés, ils ne doivent être composés que d'un seul ingrédient d'origine végétale. Les produits de qualité durable, ce sont les produits label rouge, les produits AOC ou AOP, les produits IGP, les produits bénéficiant d'une spécialité traditionnelle garantie, les produits bénéficiant de la mention issue d'une exploitation à haute valeur environnementale. Sont également concernés les produits de la pêche bénéficiant de l'écolabel pêche durable et les produits bénéficiant du logo région ultra-périphérique. Sont également inclus les produits dits fermiers. Cette mention fermier ou produit de la ferme s'applique aux œufs, aux produits laitiers, aux volailles de chair, aux viandes de gros bovins de boucherie et aux viandes de porc. Sont également considérés les produits acquis en prenant en compte le coût des externalités environnementales au long de leur cycle de vie, cette notion étant encadrée par une définition européenne et par le Code des marchés publics. Diapositive suivante. Alors, comment le ratio est-il calculé? Donc, en fait, cette part est calculée en valeur hors taxe d'achat en euros des produits qui répondent à au moins un des critères que j'ai cités précédemment, rapporté à la valeur hors taxe d'achat en euros de l'ensemble des achats de produits alimentaires entrant dans la composition des repas. Ce ratio est calculé par année civile et par repas, on entend tous les repas, les boissons et les collations comprises. Suivant. D'autres mesures sont prévues par la loi Egalim en lien avec les approvisionnements. Une obligation d'information des usagers, une fois par an,
par voie d'affichage et par communication électronique sur la part de ces produits de qualité et durable. Actuellement est mise en place également une expérimentation d'affichage pour les restaurants volontaires jusqu'au 1er novembre 2021. À partir de 2022, chaque année, il faudra effectuer un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations d'approvisionnement au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. La loi encourage également le développement de l'acquisition de produits issus du commerce équitable et des produits issus des projets alimentaires territoriaux. Par contre, ces produits ne rentrent pas dans le calcul des 50%. Alors, et le local là-dedans, me direz-vous, il n'y a pas de définition officielle de la notion de local. Donc, il n'entre pas en tant que tel dans le décompte, sauf si ces produits possèdent au moins l'une des caractéristiques définies par la loi. Suivant. D'autres mesures sont en lien avec les recommandations du Plan national nutrition santé. Donc, les restaurants doivent mettre en place un plan pluriannuel de diversification des protéines. Cette mesure s'applique aux restaurants servant plus de 200 couverts par jour en moyenne. Et actuellement, à titre expérimental pour 2 ans, les restaurants scolaires ont l'obligation de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Une évaluation de l'impact de cette mesure en termes de gaspillage, en termes de coût des repas et de fréquentation doit être faite au moins 6 mois avant la fin de cette expérimentation. Suivant. La loi Egalim prévoit également des dispositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ces dispositions sont précisées par l'ordonnance du 21 octobre 2019. Donc, depuis le 1er janvier 2020, les restaurants ont l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage, donc d'établir un diagnostic, de mettre en place des mesures de prévention contre le gaspillage, de la mise en place du don alimentaire ou de la valorisation à destination de l'alimentation animale, par exemple, ou du compost. Il est interdit de détruire des denrées alimentaires encore consommables et les restaurants ont l'obligation de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage. Depuis le 21 octobre 2020, une disposition qui s'applique aux opérateurs préparant plus de 3000 repas par jour, ils ont obligation d'établir une convention de don avec une association caritative habilitée. Enfin, je vais présenter les mesures diapositive suivante en lien avec la substitution des plastiques. Donc, depuis le 1er janvier 2020, interdiction d'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique pour la restauration scolaire, interdiction pour tout type de restauration, qu'il s'agisse de restauration collective ou même de la restauration commerciale, de mettre à disposition des ustensiles en plastique à usage unique. Et enfin, interdiction au plus tard le 1er janvier 2025 des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique pour la restauration scolaire, universitaire et d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Pour les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'appliquera qu'en 2025. Donc, il va falloir jongler en quelque sorte entre ces différentes mesures pour adapter la commande publique et intégrer des clauses particulières dans les documents des marchés. Par exemple, le surcoût lié à l'intégration de 50% de produits durables de qualité peut, du moins en partie, être compensé par la lutte contre le gaspillage, mais aussi par la diversification des protéines, en utilisant moins de protéines d'origine animale, par exemple. Diapositive suivante. Pour terminer, je vous mets ici la liste de quelques outils. C'est loin d'être exhaustif, mais sachez qu'il existe des outils mis à disposition par le ministère de l'Agriculture, la boîte à outils Localim, le Conseil national de la restauration collective et l'ADEME mettent à disposition également un site internet, Optiged, qui rassemble en fait plusieurs outils existants, qu'il s'agisse d'outils facilitant la formulation des marchés publics ou des exemples de bonnes pratiques en termes de lutte contre le gaspillage. Pour ce qui est de la substitution des plastiques, sachez qu'il existe un guide pratique de l'achat innovant
qui permettent de... Enfin, voilà, l'achat de matériaux alternatifs au plastique peut rentrer dans ce cadre. Et actuellement, le Conseil national de la restauration collective est en train de rédiger plusieurs guides qui paraîtront début 2021, des guides pratiques qui se veulent, voilà, qui vont proposer concrètement des exemples de rédaction de cahiers des charges pour faciliter voilà, l'atteinte de ces objectifs de la loi Egalim. Vous pouvez également utilement consulter le site du ministère de l'Agriculture et le site interne de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Mathiron. Je ne doute pas que vous aurez des questions à l'issue de cette présentation très claire et très intéressante. Je rappelle l'outil menti.com avec le code 48 79 95 0 si vous avez la moindre question, 48 79 95 0 pour vous connecter. Et je donne tout de suite la parole à Jean-Christophe Caroul, chef du service achat public, qui va nous dire un peu ce que le code de la commande publique nous dit ou, voilà, par rapport à ces enjeux. Vas-y Jean-Christophe. Ok, donc rapidement, je vais vous dresser un cadre réglementaire de l'achat public dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc moi, je suis le responsable de la commande publique à la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, pour satisfaire ce besoin, déjà, il faut bien prendre en compte qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet en termes de marché public. Ce n'est pas propre à l'achat public, mais vous pouvez internaliser la satisfaction de vos besoins ou l'externaliser. Internaliser, ça veut dire une prestation en régie, et on sait que pas mal de cantines peuvent être gérées en régie. Externaliser, c'est soit par le biais des marchés publics, mais également par le biais de délégations de services publics, les deux étant possibles. Je rappelle qu'une délégation de services publics suppose que le prestataire prenne un risque d'exploitation et que, en général, ça suppose que sa rémunération soit essentiellement ou substantiellement versée par l'usager. On sait néanmoins que dans ce domaine, le prix des repas est largement subventionné par la collectivité, ce qui peut amener parfois des risques de requalification par le juge de délégation de service public en marché public, parce que le juge considère que la collectivité, en fin de compte, c'est elle qui absorbe le risque et c'est elle qui absorbe aussi la problématique de surcoût lié à l'évolution du nombre de couverts à servir et également la nature des repas à servir. Si on est en prestation en régie, néanmoins, à un moment, il y a quand même aussi des marchés publics, puisque la régie, c'est celle qui va confectionner les repas, mais je n'ai pas connaissance de collectivités qui soient autosuffisantes et qui feraient également pousser leurs fruits et légumes et éleveraient leurs bêtes pour pouvoir approvisionner et réaliser les repas. Alors, le choix derrière, bien sûr, va laisser une plus grande maîtrise à la collectivité. Quand on est en régie, on a plus de maîtrise que quand on est en marché public et on perd un peu plus la main quand on est dans délégation de services publics. Néanmoins, que ce soit en marché public ou en délégation de services publics, l'acheteur public reste maître au moment de la conclusion de son contrat du contexte technique qu'il veut imposer et dans le choix du prestataire et de l'offre technique qu'il va retenir. Alors, en termes de réglementation, on est soit dans des marchés de fourniture, quand on achète, je dirais, des légumes, des fruits, enfin, toute la matière d'œuvre, ou en service quand il s'agit d'apporter la prestation de service de restauration collective ou des sous-ensembles de cette restauration collective. Jean-Christophe, est-ce qu'il serait possible de rapprocher un tout petit peu votre micro? On m'indique qu'on vous entend un peu faiblement pour certains. Ok. Hop, je vais le prendre à la main. Est-ce que c'est mieux? Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, soit des fournitures, soit des services. Et comme je disais, c'est soit carrément l'intégralité de la chaîne de restauration collective, soit des petits bouts, puisqu'on pourrait imaginer que, par exemple, la confection des repas
soit faite en externe et en interne, la distribution des repas. Alors, un point important, et ça, c'est, je dirais, un petit avantage dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, c'est que les services d'hôtellerie et de restauration, et dans lequel on retrouve les services de restauration collective, figurent à l'annexe qui liste les services sociaux et autres services spécifiques, ce qui permet de fait de faire de la procédure adaptée, quel que soit le montant. Donc, on n'est pas obligé de basculer en appel d'offres, et je dirais même plus, il faut éviter de basculer en appel d'offres quand on est sur les services. Alors, à l'inverse, malheureusement, si vous êtes en fourniture, là, on ne retrouve pas cette exception, et à partir de 114 000 euros hors taxe pour les collectivités, un peu moins pour les services de l'État, on va se retrouver malheureusement dans une procédure formalisée. Un point d'attention, mais qui est strictement limité dans le temps, et j'insiste bien, c'est un décret de juillet dernier qui est apparu en fin de compte dans le contexte Covid, qui permet de faire du marché de gré à gré sans mise en concurrence jusqu'à 100 000 euros hors taxe, contre 40 000 euros hors taxe en standard. Mais attention, soyez attentifs sur ces deux limites, qui sont des limites temporelles et je dirais des limites aussi de périmètre. Ça ne concerne que les marchés avec une livraison au plus tard au 10 décembre 2020, donc on se rapproche de l'échéance, mais également, il faut que cela concerne des produits, des denrées alimentaires qui étaient produites ou transformées ou stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence, ce qui correspond au mois de juillet. De fait, c'est une disposition qui ne permet en réalité que d'écouler les stocks importants qui auraient pu être constitués pendant la période du premier confinement. Alors, on aura peut-être, voire avec une certaine possibilité, probabilité, une pérennisation de cette mesure si la profession, à un moment, souligne qu'elle a une problématique d'écoulement de ces stocks. Mais c'était lié aussi au confinement qui touchait également les cantines scolaires, alors que là, elles continuent à fonctionner. Alors, on retrouve différents guides sur la question de l'achat public de denrées alimentaires. Je vous ai mis ici un extrait d'un guide de l'achat public qui concerne les fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais, qui est publié sur le site du ministère de l'économie, qui met en avant qu'on est sur des achats récurrents, hein, il faut approvisionner au fur et à mesure les cantines, et que l'outil sans doute le plus adéquat, le plus pertinent, c'est l'accord cadre à marché subséquent, qui peut être potentiellement mono ou multi-attributaire. Alors, ce n'est pas innocent. En gros, le principe du multi-attributaire, de manière générale, permet à la fois d'avoir une dynamique de la mise en concurrence, mais également permet de sécuriser les approvisionnements. Ça permet aussi, d'une certaine manière, de répartir un petit peu le gâteau auprès de plusieurs fournisseurs, même s'il n'y a aucune garantie et que potentiellement un des titulaires de l'accord cadre pourrait systématiquement présenter la meilleure offre au niveau des marchés subséquents et donc avoir le jackpot au niveau de l'accord cadre. Dans le mécanisme de l'accord cadre, il y a donc les consultations régulières liées à la passation des marchés subséquents. Alors, il faut jongler sur une fréquence qui permette à la fois d'avoir des produits frais et d'aller chercher la meilleure offre économique, d'aller chercher le bon prestataire, et d'autre part, éviter d'alourdir un peu trop la logistique de l'achat de denrées alimentaires. Dans cette logique de détermination de la saisonnalité, de la fréquence des marchés subséquents, il faut prendre en compte nécessairement la saisonnalité des produits et la visibilité que les producteurs ou les fournisseurs, hein, les grossistes peuvent avoir pour déterminer à la fois le volume de produits qu'ils peuvent proposer et l'offre financière qu'ils peuvent mettre au regard de cette proposition. Alors, au-delà de la réglementation, il y a tout un cadre qui est fixé par l'acheteur public qui va jouer à la fois sur des prescriptions et ou des critères.
Donc, c'est l'acheteur public qui va déterminer ces prescriptions qui vont s'imposer à tous les candidats. Et c'est là où il va pouvoir, à un moment, définir ses exigences et ses attendus. Une question qui peut se poser, c'est peut-on utiliser des labels, notamment quand on définit ces spécifications techniques qu'on va retrouver dans le cahier des charges? La réponse, elle est dans le code de la commande publique, qui nous dit qu'il est possible d'utiliser des labels pour préciser les spécifications techniques, mais il faut que le label soit ouvert, transparent, objectif, non discriminatoire, extérieur aux parties, qu'il doit avoir un lien avec l'objet du marché et que même si donc on impose un label, si un candidat vient avec un produit qui dispose d'un label différent mais équivalent, on doit pouvoir le respecter. Ce qui, à un moment, fait écho avec les exigences de la loi Egalim qui nous invite à rentrer dans des logiques de caractéristiques un peu prédéfinies et standardisées des produits qu'on peut vouloir et qu'on peut devoir acheter. Sur les critères, alors je vous renvoie ici au code de la commande publique et pour vous montrer que le code de la commande publique et au fil des années, la réglementation a évolué, on retrouve une multiplicité de critères, des critères qu'on utilise assez couramment comme le prix, la qualité. On utilise assez couramment maintenant aussi la performance environnementale. Mais n'oubliez pas qu'on a des critères un peu plus exotiques, ou en tout cas qu'on a moins l'habitude de manier et qui peuvent être intéressants ici de mettre en avant dans vos consultations. Donc la logique de circuit court, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, la sécurité d'approvisionnement, le bien-être animal, la biodiversité, le caractère innovant, ça a été évoqué à un moment quand on peut essayer de sortir de certaines mauvaises habitudes et notamment de sortir du plastique, et également une prise en compte du coût global qui, contrairement au critère prix, qui est l'autre critère financier, permet d'intégrer des externalités environnementales sous réserve à un moment de les transformer en équivalent monétaire. Donc tout ça, vous le retrouvez dans l'article que j'ai affiché du Code de la commande publique. Je rappelle que les circuits courts, je pense que la majorité des personnes en sont conscients dans ce webinaire. Ça ne veut pas dire circuit local, ce n'est pas un critère géographique, mais c'est simplement la logique d'éviter de multiplier les intervenants, notamment donc ici entre un producteur, un agriculteur et votre fournisseur final. Alors, une petite illustration pour vous montrer concrètement ce que ça peut être, et notamment quand on va pouvoir jouer à la fois sur les prescriptions, mais aussi sur les critères et voir la combinaison des deux. Donc, on peut écrire « Je veux que mes produits soient bio ». Vous pouvez donc avoir un marché avec, dans l'objet du marché, donc dans les exigences techniques et la fourniture de produits bio. Et à l'inverse, vous pouvez dire « Je souhaite du bio ». Donc, dans un cas, c'est impératif, c'est binaire. Le candidat ne vous propose pas du produit bio, il est éliminé. Dans l'autre cas, ça lui donne juste quelques points en plus, mais quelques points qui peuvent lui donner la première place. Donc, le souhait du bio vous permet d'évaluer la part de bio qui vous est proposée et du coup est peut-être moins restrictif en termes d'accès à la commande publique, notamment quand vous avez des producteurs locaux ou des intervenants locaux qui sont en voie de transformation et en montée en puissance par rapport au bio. Donc, ensuite, on peut jouer sur une combinaison de prescription-critères, de dire je veux du bio et dire je veux au moins 25%, comme ça vous garantit quand même d'avoir un minimum et derrière de me dire vous pouvez me proposer plus et en fonction de la part de bio qui est proposée, je vais accorder des points supplémentaires. Dans tous les cas, un point important, je pense qu'on aura l'occasion de le souligner dans l'atelier que je vais animer tout à l'heure sur l'achat local. Faites du sourcing, c'est-à-dire rencontrer les entreprises, les candidats potentiels en amont du lancement de la consultation pour éviter de mauvaises surprises. Il faut toujours éviter de monter des usines à gaz ou des moutons à 5 pattes. Sinon, c'est le meilleur moyen soit d'avoir des offres infructueuses, soit d'avoir une augmentation nette des coûts et dans le cas aussi qui va intéresser l'atelier 1, d'avoir une éviction totale
des candidats locaux, alors qu'on espérait qu'ils pouvaient avoir une chance de se voir attributaires de marché. Dernier point, et c'est, je vérifie, oui, la dernière slide de mon intervention. Une petite précision, il faut être attentif, il y a un petit peu de réglementation sur la problématique de la fixation du prix, puisque l'article L441-2-2 du Code du commerce vous interdit d'avoir un mécanisme, on va dire, de rabais sur catalogue, hein, de demander à ce que le candidat détermine son prix, fixe son prix en fonction de rabais, de remises, de ristournes sur des tarifs ou des barèmes qui peuvent exister. Donc, c'est le candidat qui doit librement pouvoir former son prix. Grosso modo, ça veut dire que je suis plutôt en prix déterminé par un bordereau des prix unitaires et non pas par des rabais sur une référence extérieure. Cependant, par ailleurs, il est bon d'avoir des mécanismes de révision des prix pour éviter que votre fournisseur subisse l'aléa de l'évolution des coûts. Alors, ça sera bien sûr lié à la durée de vos marchés. L'évolution du contexte est moins importante si vous avez un marché qui est passé, qui s'exécute dans une période courte, ou s'il va être sur une période plus longue, et notamment s'il est sur plusieurs mois ou plusieurs années. Dans ce cas-là, on peut utiliser des barèmes, des cotations externes, notamment les prix des marchés d'intérêt nationaux, hein, du MIN, qui est établi par Port Agrémière, ou alors l'utilisation du barème du fournisseur. Simplement, c'est la petite astérisque que j'ai glissé en bas, cette référence sert non pas à la fixation du prix, mais à son évolution. Et la base tarifaire sera bien le prix qui vous a proposé dans le contrat. Simplement, par voie d'ajustement, je dirais, il y aura une évolution proportionnelle à l'évolution du barème pour l'appliquer au prix qui a été fixé par le candidat dans son offre et dans le marché que vous avez retenu. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le contexte réglementaire. Alors, 8 minutes, c'était le temps qui m'était imposé. J'imagine que j'aurais pu tenir une journée ou deux s'il le fallait. Je n'ai pas notamment je ne suis pas rentré dans le détail de certains éléments, notamment comment bien gérer notamment une délégation de service public. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de le dire dans les différents ateliers. Voilà, merci.